Je pense qu'il y a tout à gagner à aller sur ce terrain des objets connectés utilisés par le monde du tourisme. Nonobstant le fait que certainement un certain nombre de précautions sont à prendre. Donc pour moi, c'est un problème beaucoup plus large que ce premier titre, c'est-à-dire que ce que je vais essayer d'envisager, c'est l'émergence d'un écosystème digital qui, par définition d'ailleurs, est planétaire déjà, quel que soit le secteur d'activité auquel on s'adresse. Et je pense par exemple à la banque ou d'autres secteurs d'activité. Alors, si on regarde un petit peu, les secteurs sur lesquels les objets connectés sont les plus célèbres et les plus appréciés, il y en a essentiellement 3. Il y a la santé, il y a le sport et il y a la sécurité. Mais la sécurité spécialement reliée à l'habitation, à la maison. Alors, et ce qu'il y a de remarquable, c'est que non seulement ce sont des secteurs d'activité où les objets connectés sont les plus présents, mais ce sont aussi des secteurs d'activité où la population, toutes études confondues, où la population décrète très librement, très officiellement qu'elle est pour l'utilisation croissante des objets connectés, elle est pour la divulgation des informations. Et ça, ce n'est pas une étude, c'est X études. Et il y a à peu près, selon les études et les secteurs, je veux dire que ça varie entre 55% et 66%. C'est énorme. Bien. Alors, si on dit 2 mots de la santé, je vais donner un exemple là, c'est la fourchette Happy Fork. Bon, ça permet théoriquement aux consommateurs de mieux manger, c'est-à-dire notamment et surtout de manger moins vite, ce qui est très mauvais, paraît-il, pour la santé. Bien. Alors, d'entrée de jeu, j'ai envie de dire, mais pourquoi on ne met pas ça dans certains hôtels qui se targuent de faire de la thalassothérapie, qui se targuent de faire tout un tas de trucs pour la santé, mais pourquoi pas équipés d'un ensemble de choses, d'éléments de cet ordre-là, si j'ose dire. Pourquoi pas ? Bon, pourquoi pas également imaginer autour d'équipements spécifiques, mais je parle évidemment d'objets connectés, d'équipements spécifiques connectés, pourquoi pas se tourner vers un type d'activité et un positionnement particulier qui pourrait être le tourisme médical. J'avais eu un étudiant qui avait fait une thèse sur ce sujet il y a plus de 10 ans. Manifestement, là, il y a un créneau, il y a une niche énorme, surtout dans notre région. Deuxième secteur qu'on peut évoquer, c'est le sport. Bon, là, c'est la chaussure qui est armée, si j'ose dire, de capteurs, lesquels capteurs, en fait, vont informer le système de lassage automatique et qui dit si vous appuyez plutôt sur le talon, plutôt sur l'avant du pied, enfin bref. Bon, et tout ça, c'est un système de poulies qui est alimenté par une batterie qui permet de serrer les lacets. Bon, c'est un gadget, évidemment. Mais vous connaissez le nombre de gadgets de type utilisés, je veux dire, pour le sport, au travers des montres, au travers du smartphone, au travers de... etc., etc., etc. C'est très prisé. Et c'est souvent en relation avec la santé, d'ailleurs, entre parenthèses. Bon, le troisième, évidemment, c'est la sécurité. Alors, j'ai entendu tout à l'heure que vous en aviez déjà parlé, c'est les smart locks, bon, ces serrures dites intelligentes qui peuvent être déverrouillées à distance par le biais d'applications installées sur un smartphone, par exemple. Alors, il y a le pour et le contre, évidemment. Le pour, c'est clair, c'est que théoriquement, ça amène une sécurité accrue de la fermeture, et ça, les propriétaires en sont friands. Bien, propriétaires de la maison, évidemment. Parallèlement à ça, évidemment, les hackers vont se régaler. Hein. Il y a une nouvelle façon, si j'ose dire, il y a un nouveau terrain de jeu pour eux. Il y a quelque chose d'un petit peu nouveau pour sévir sur le marché. Et ça nous amène, évidemment, très vite à mettre un petit bémol là-dessus en pensant à la cybercriminalité. Vous avez énormément d'études qui sont faites sur le sujet régulièrement. Une des plus récentes, celle de Wuxo, estime que la cybercriminalité a augmenté de 51% l'année dernière en France.
et que ces crimes, je vais dire, de cybercriminalité ont coûté la bagatelle de 3,36 milliards aux entreprises françaises. 3,360 millions d'euros aux entreprises françaises. Donc le coût n'est quand même pas négligeable, et ça c'est une étude de PricewaterhouseCoopers qui le révèle très, très récemment. Alors, ok, il y a beaucoup de... Ok, d'accord. Le problème de la cybercriminalité existe avec ces serrures, ouais, mais dans le même temps, c'est un peu comme le fisc, vous savez, on met en place une loi fiscale, et puis il y a des petits malins qui trouvent, alors tac, on trouve une autre barrière, et tac, et tac, et tac. Ben, là, c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire que, ok, il y a un problème, ben, que font les industriels? Ben, ils essayent de trouver des solutions. Et donc, malgré tout, c'est un marché qui se développe de façon exponentielle. Et c'est un sujet d'innovation à l'heure actuelle non négligeable. Ça prend de plus en plus d'ampleur et ça se diversifie de façon substantielle. Par exemple, aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils ont inventé? Ils ont inventé une poignée, en fait, qui peut être pilotée depuis une application mobile pour contrôler la gestion des accès, par exemple, à votre domicile. Donc, quand quelqu'un va s'approcher de la serrure, ben, elle reçoit une notification sur son smartphone pour l'ouvrir avec une simple pression digitale. Bon, ça veut dire que seules les personnes vont avoir accès. Bien. La Poste travaille sur le sujet également et a imaginé une alarme intégrée au sein de la serrure, par exemple. Donc vous voyez, ça donne... Il y a aussi une société Creo Smart Lock qui a imaginé en fait de créer en quelque sorte un portefeuille de personnes que vous autorisez ou pas à accéder, à pouvoir ouvrir la serrure en question. Donc vous pouvez partager l'accès, mais tout en verrouillant le groupe de personnes en question. Bon, bref. Et qu'est-ce qui se passe à l'heure actuelle si je pense au tourisme? Eh bien, vous avez le leader américain aujourd'hui qui s'appelle August, comme le mois d'août. Eh bien, August a signé un partenariat avec Airbnb aux États-Unis. Donc, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, c'est quelque chose qui s'étend et qui s'étend dans le domaine du tourisme. Alors, certainement, ces fabricants de serrures intelligentes, eh bien, petit à petit, ils arrivent et ils prennent pied de façon significative en Europe. Vraisemblablement, les hôtels vont de plus en plus s'en munir, bon, sous des formes diverses. Alors, si tel est le cas, on est bien d'accord que les clients ne seront plus obligés de passer par la réception. La réception étant un point de contact crucial pour l'hôtelier. C'est un peu le même problème que dans la banque avec les guichets automatiques de banque et les cartes intelligentes. Où est le contact à ce moment-là? Il se dilue et il devient de plus en plus évanescent, en quelque sorte. Donc, en fait, si vous voulez bien mettre la slide suivante, merci. Ensuite, ce que je voudrais dire, au vu de tout ça, c'est que dans les leaders, ben, on a ces trois secteurs, on ne trouve pas le tourisme. Et pourtant, si on regarde bien toutes les conditions pour que le tourisme apparaisse dans le top 3, hein, ça y est. D'un côté, on va vers la maison intelligente. Bon, alors, je ne sais pas, mais ça vous est jamais arrivé de rentrer dans une chambre d'hôtel où quand vous arrivez, il y a la clim. Sauf que quand vous arrivez, il fait 15. Parce qu'on vous l'a réglé de telle façon que quand vous arrivez, vite vous ouvrez la fenêtre pour faire rentrer de l'air chaud, ou ce genre, ou inverse d'ailleurs. Il y a la clim, mais on ne vous l'a pas mis en route, donc il fait 35. Bon. Vous cherchez un interrupteur qui est caché. Enfin, bref, etc., etc., etc. Au mieux, ça se met en route quand vous mettez votre petite carte électronique dans le système et vous avez le truc qui se met en route. Oui, mais c'est trop tard, dans un sens comme dans l'autre. Bon, est-ce qu'on ne peut pas imaginer, justement, des systèmes qui régulent le flux d'air frais ou chaud, peu importe, de ces appareils?
Alors, ce qui m'étonne, c'est que quand vous regardez au niveau de la maison intelligente, quand vous regardez tous ces objets connectés, vous apercevez que, en fait, à quoi ils essayent d'aboutir. Ils essayent d'aboutir à un confort intelligent, ni plus ni moins. C'est le concept. C'est le confort intelligent. Et ma question, c'est de me dire, mais finalement, le confort intelligent, c'est le but de tout hôtelier qui se respecte. Donc, par définition, ça va être adopté et ça va se développer. Et quand on pense à des hôtels qui se situent dans la région de Sophia Antipolis, qui par définition est la région ou une des régions européennes de la high-tech, à la limite, c'est peut-être presque un positionnement régional que d'être équipé de ce confort intelligent, si j'ose dire. Dans le même ordre d'idée, et toujours support du tourisme intelligent, c'est la ville intelligente. Là aussi, on est, si j'ose dire, en plein dedans et de plus en plus en Europe. Alors, c'est vrai que généralement, quand on parle de ville intelligente, ça se situe en termes de gestion de l'eau, gestion de l'énergie, bon, etc., etc. C'est toujours ça, la ville intelligente, quand vous lisez des trucs. C'est jamais sur, je pense que vous avez dû en parler aujourd'hui, ce matin, c'est jamais ces capteurs qui peuvent exister comme au Canada d'ailleurs, qui permettent sur des statuts, voilà, et qui permettent de comprendre quels touristes ont quel parcours. À partir du moment où on arrive à avoir ces données qui sont captées à différents endroits de la ville, et en changeant évidemment les statuts de place pour savoir si les gens viennent bien voir la statue ou s'ils passaient par là par hasard, parce que sinon, si vous ne la changez pas de place, ça ne va rien dire. Bon. Donc, ce que font les Canadiens, ils bougent les statuts de place et ils voient si on retrouve par rapport à une typologie de clients, une typologie de parcours. Et évidemment, l'idée c'est de connaître, de faire le cross entre tel type de client et tel type de parcours pour arriver à développer des activités. Vous avez également des applications à Munich. À Munich, à l'heure actuelle, si vous allez à Munich, vous voulez louer une voiture, il n'y a aucun problème, hein. Vous avez une application sur votre smartphone. Bon, je veux louer une voiture, très bien. Voilà, la voiture la plus proche, elle est au coin de la rue, là, Giuffredo. Alors avec votre smartphone, vous l'ouvrez, prenez la voiture, vous circulez, hein, vous la laissez où vous voulez. C'est pas le problème. Le paiement est automatiquement fait par smartphone également, pour un prix dérisoire, du style 5 € pour 3 heures. Voilà. J'entendais ce matin au poste qu'à Paris, aujourd'hui, ils ont lancé la même application avec les vélos. Ce n'est pas une entreprise française, c'est en fait une entreprise chinoise implantée en Lituanie qui se développe à Paris. Bon, bref, passons. Marqué pour développer des vélos, c'est forcément des Chinois. Hein. Bon, donc il n'y a pas de surprise. Mais ceci dit, il y a ces développements qui se produisent un petit peu partout aujourd'hui. Donc en fait, moi ce qui me semble, c'est que, ok, l'Internet l'IoT, ok, l'Internet des objets, très bien, mais moi j'ai un peu tendance à dire, est-ce qu'on va vers, est-ce qu'on passe pas de Internet of Things to Internet of Everything? Et c'est un peu ça, à mon avis, la question qu'on doit se poser. Et si on se pose cette question-là, alors inévitablement, et de façon peut-être certains diront insidieuse, d'autres diront qu'il y a un déterminisme, mais on va arriver vers un tourisme intelligent, entre guillemets, ou un smart tourisme, pour reprendre une expression anglo-saxonne. Et donc, ce smart tourisme, si on peut changer le slide à nouveau, s'il vous plaît. Et donc, ce smart tourisme, il repose sur un certain nombre d'acteurs. L'idée fondamentale d'acteurs humains ou pas, et ce smart tourisme, théoriquement, il est là pour assurer le meilleur service aux touristes. Et ce, grâce à l'utilisation de différentes applications. Alors,
ces différents outils, si j'ose dire, du smart tourisme, qu'est-ce que c'est? D'abord, évidemment, c'est généralement le smartphone. Bon, ce sont éventuellement ce sont des capteurs également, évidemment, des caméras, des appareils photo, enfin tout ce que vous pouvez imaginer. Ce sont toutes ces données que l'on rassemble qui sont un élément du big data dont parlait Jean-Bernard tout à l'heure, et c'est l'utilisation de ces big data qui n'est pas sans poser problème d'ailleurs. C'est aussi la collaboration entre le web et tous les services mobiles. C'est l'utilisation des services du cloud et de l'IoT. Et puis, c'est aussi, bien souvent, notamment dans l'exemple qu'on va voir par la suite, à Taïwan par exemple, l'utilisation d'écrans tactiles à différents endroits pour permettre des interactions très faciles entre le touriste et le reste, si j'ose dire. Donc, voilà un petit schéma qui est censé représenter ce qui se passe aujourd'hui à Taïwan, qui a été étudié par Gretzel, un chercheur taïwanais, et qui met en évidence l'existence d'un véritable écosystème. Alors, on va peut-être, pour présenter, si j'ose dire, cet écosystème, j'allais dire intelligemment, mais j'ai envie de mettre des quotes, hein, en faisant référence à l'idée d'intelligence qui va émailler le discours et qui l'a certainement émaillé depuis ce matin. Évidemment, la question qui se pose fondamentalement, c'est de dire, bon, ok, d'accord, il y a un écosystème comme ça, mais au bout du compte, quel peut être le rôle et quelle peut être la place d'un tel écosystème dans des villes qui ont déjà un potentiel d'attractivité du client? À Nice, il fait beau. À Nice, il y a la mer. À Nice, il fait chaud. À Nice, il y a la montagne pas loin. À Nice, il y a des événements. À Nice, il y a... Ouais, ok, d'accord. So, est-ce que ça vaut le coup, finalement? Ou est-ce que ça vaut pas le coup? Alors, le phénomène, c'est que quand vous avez cette capture de données via des capteurs dans des sites historiques, mais l'idée, c'est que vous allez sans doute, d'une part, fournir un meilleur service à votre client, et puis surtout, deuxième chose qui est non négligeable, c'est que vous allez rendre beaucoup plus efficiente l'activité de l'ensemble des stakeholders de l'écosystème. C'est-à-dire que tout le monde va en profiter. C'est-à-dire qu'on arrive à une création de valeur partagée entre tous les acteurs du tourisme local. Et c'est ça qui est fondamentalement différent. C'est-à-dire qu'on est moins linéaire. Alors, je sais que tout à l'heure, le vice-président de la CCI a honni la collaboration, mais dans un écosystème de smart tourisme, précisément, on arrive à ce genre de phénomène de collaboration pour une création de valeur supérieure, à la fois pour le client et pour les acteurs de l'écosystème. Alors, ce système-là a été mis en place, là, dont on va dire deux mots, à Taïwan, véritablement, pour gérer les pics touristiques. Il y a des périodes de l'année où tout se passe bien, et puis par moments, il y a tellement de monde qu'ils savent que les touristes ne sont pas contents du service offert. Et que ça provoque une image désastreuse pour certaines régions. Donc, en fait, il y a des cartes de voyage qui sont fournis aux touristes pour leur donner accès aux moyens de transport, aux points de vente, à des bornes interactives qui sont installées dans la ville pour donner les renseignements qu'ils souhaitent aux visiteurs. Il y a des tours virtuels qui sont proposés, il y a des informations relatives à une visite possible à telle heure, tel jour, de tel truc, enfin bref, etc., etc., etc. D'accord ? Et ce système, avec plein d'acteurs différents, permet, preuve à l'appui, étude faite à la sortie, si j'ose dire, d'améliorer le niveau de qualité perçu, parce que c'est ce qu'il y a d'important. La qualité réelle, à la limite, on s'en fiche. Hein. Ce qu'il y a d'important, c'est la qualité perçue par le client. S'il est content, bah, tout est bien. Après, vous pouvez avoir ce que j'appelle la qualité de l'ingénieur au top niveau. Si le client s'en fiche complètement, bah, qualité, non. Voilà, ça va pas. Donc, ça marche. Alors, quels sont tous ces acteurs qu'il y a dedans? Vous avez les consommateurs de tourisme. Vous avez... parce que... si je... Mais tu crois que ça va? Oui, mais c'est que là, c'est pas...
Ok, d'accord. Donc, qu'est-ce que vous avez? Vous avez les consommateurs de tourisme, tourism consumers, ok? Bon, par définition. Vous avez les RC, ça c'est vachement intéressant. C'est les residential consumers, autrement dit les résidents, qui sont également, qui peuvent être des consommateurs de tourisme. Moi, je vais au Mamac régulièrement, mais on ne me considère pas comme un touriste. Pourquoi? Je suis un touriste au Mamac. Ils estiment que ce sont des touristes résidentiels. C'est d'ailleurs très proche de la théorie de la mobilité des sociologues, qui fait toute une typologie des différentes catégories de mobilité, et en mettant en évidence qu'un homme mobile n'a pas les mêmes motivations et les mêmes besoins. C'est-à-dire que quand je vais tous les jours bosser à Sofia, j'ai un ensemble de besoins liés à ma mobilité en termes même de sécurité, de confiance, blablabla, que je n'ai pas si je vais à Shanghai ou au fin fond du Brésil, par exemple. Bon. Donc il y a les residential, il y a les tourism suppliers, TS. Bon, ça, c'est pas la peine que je développe, sauf que parmi ces suppliers sont inclus tous les fournisseurs de services, y compris technologiques et de réseaux. Acceptation un petit peu différente. Et puis il y a les OS, Over Services, et là on se retrouve avec les banques, on se retrouve avec... bon, bref. Donc il y a tous ces acteurs, et tous ces acteurs, en fait, travaillent notamment avec, vous voyez quelques petits nuages, avec les DMO, Destination Marketing Organization, c'est-à-dire que des gens qui en amont vont venir par le haut envoyer des informations, gérer les clients indépendamment de toutes ces relations qui existent dans l'écosystème. Mais pour autant, ils en font partie, évidemment. Et donc, c'est toutes ces interactions entre tous ces acteurs, disons peut-être ces parties prenantes même, ces stakeholders, c'est au travers de tout ça et donc de l'interface d'Internet et des terminaux, que se crée cet écosystème. C'est complètement différent de ce qu'on entend en règle générale par e-tourisme. En règle générale, e-tourisme, c'est je réserve mon truc sur Internet. Ou je cherche ma chambre la moins chère sur Internet. Non, has-been. Là, on est dans autre chose. On est dans l'étape suivante. C'est-à-dire, en fait, c'est une coordination intelligente des objets sur le lieu de tourisme pour améliorer l'expérience touristique. Et on est dans une logique d'expérience touristique globale, c'est-à-dire composée à la fois de composantes virtuelles et de composantes physiques. C'est ça l'expérience touristique. Or, jusqu'à présent, j'ai eu en décembre dernier, j'ai eu un doctorant, Mathieu Salvador, qui d'ailleurs aujourd'hui est maître de conf à la Sorbonne, qui a fait sa thèse là-dessus. Et en fait, si vous voulez, l'idée fondamentale, c'est de dire, attention, il ne faut pas dissocier les deux choses. Le comportement de l'individu, c'est l'osmose et c'est la combinaison des deux. Et l'un n'est pas indépendant de l'autre. On y reviendra par la suite. Ce qui veut dire que l'étude, en fait, ce qui est important aujourd'hui, c'est de savoir, d'analyser les usages, la relation entre le comportement virtuel et le comportement réel, et voir quel est l'usage fait des processus virtuels dans le comportement réel. On est à l'étape largement suivante, si j'ose dire. Seulement, bon, évidemment, c'est très intéressant. Hein. Bon, imaginez que vous arrivez dans votre chambre d'hôtel, très bien, dans une ville, et vous voulez visiter un site. Bon, bah, par exemple, l'info sur le site, sur la façon d'y aller de la façon la plus simple, la plus rapide, l'info sur l'encombrement des routes, sur tous les chemins alternatifs pour y parvenir, etc., etc. Vous avez toutes ces informations dans votre chambre d'hôtel. Vous ne croyez pas que ça améliore considérablement la perception de la qualité que vous avez de l'hôtel ? Bon, et tout ça, c'est le comportement virtuel et la relation avec votre comportement réel sur pied, si j'ose dire. Hein, et je ne parle pas des tours virtuels qui peuvent être proposés, par exemple, en disant, ben voilà, vous allez aller là, alors voilà, alors sur le chemin, on vous prévient, il y a telle attraction, là vous faites 5 mètres à droite, il y a ça, et puis 10 mètres à gauche, il y a ça, et puis là, il y a tel restaurant si vous aimez l'Indien, mais si vous préférez, c'est à gauche, à droite, voilà. Bon, imaginez que vous ayez tout ça. C'est un plus en termes de qualité et de service à la clientèle.
Voilà. Et c'est dans ce sens que je dis que c'est un tout et que l'expérience, elle est globale et qu'il ne faut pas distinguer les deux. À mon avis, c'est une erreur. Alors, évidemment, ça a été un peu abordé tout à l'heure, ça pose quand même un certain nombre de questions. Si on peut changer le slide, s'il vous plaît. Bon, quelles sont les questions que ça peut poser? Ça pose des questions à la fois pour le client et puis également, évidemment, pour le prestataire de service. Pour le client, la première chose, c'est que vous êtes dépendant. Vous êtes dépendant des technologies, vous êtes dépendant des services qu'on peut vous proposer via les réseaux. Vous êtes dépendant de votre smartphone. Bon, vous allez me dire qu'on l'est déjà, ça ne change pas grand-chose, mais enfin bon, un degré supérieur. Fondamentalement, c'est le problème numéro 1, c'est la dépendance. Et puis évidemment, il y a toutes les traces d'informations que vous avez laissées. Donc se pose déjà le problème de la confidentialité des données. Si on regarde maintenant pour le professionnel de tourisme, très clairement, ça implique à terme, je ne sais pas quel est le terme, mais sans doute d'imaginer des nouveaux business models, ou en tout cas des amendements aux business models existants. Ça implique également, rappelez-vous ce que je disais il y a un instant pour aller voir un site avec tout un tas d'informations, ça implique inévitablement des collaborations qui n'existent pas avec d'autres professionnels. Ça implique un personnel qui est formé différemment de ce qu'il est aujourd'hui, puisque la relation n'est plus composée des mêmes éléments, puisque l'information fondamentale, il va l'avoir autrement. Donc c'est autre chose qu'il faut lui fournir, évidemment. Et évidemment, les opérateurs qui fournissent toutes ces informations ont un pouvoir non négligeable sur votre activité. Ça, c'est plus que clair. Donc, quand je dis que je vois la chose de façon très positive, pour moi, il y a une opportunité de développement très claire, de positionnement en termes de qualité perçue supérieure, très clair aussi. Dans le même temps, il y a un problème auquel il faut veiller de façon ardue, c'est le problème de la sécurité des données, la sécurisation même des données et de la confidentialité des données relatives aux clients. Donc, si ça doit marcher, on doit, avant toute chose, se poser la question de la confidentialité des données. S'il vous plaît. Confidentialité des données. Soyons bien clairs, les objets connectés, c'est des petites choses très sympathiques, c'est des petites choses très attractives, mais c'est les petits soldats du cheval de Troie de la Big Data. On est bien d'accord, ni plus ni moins. C'est bien par ces petits objets connectés que les industriels de la Big Data et du traitement de la Big Data vont avoir la matière première. Alors, si l'exploitation est éthique, moi personnellement, qu'on sache que je me lève à 8h15 ou à 9h moins le quart, un petit peu égal, d'ailleurs c'est plutôt beaucoup plus tôt, mais c'est un détail. Bon, ça m'est égal. Bon, ceci posé, il faut être sûr de l'exploitation de ces données. Ça, c'est clair. Et par qui? C'est un premier problème. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces données, c'est ce qui fait la richesse de nombreuses compagnies. Les stratèges de McKinsey estiment que d'ici 2025, les objets connectés devraient représenter 2700 milliards de dollars de valeur ajoutée pour l'économie mondiale. C'est pour ça que je ne vois pas comment une industrie peut ne pas y aller. Si une industrie n'y va pas à un endroit donné, les autres iront ailleurs. Voilà. C'est un peu comme la com, ça. Si vous ne voulez pas communiquer, vous pouvez ne pas communiquer. Mais les autres le font. Voilà. Alors c'est un choix. Il faut être vachement fort pour résister. Vraiment très fort. Donc moi, ma conviction, c'est que ce phénomène va certainement conduire également à un bouleversement des pratiques de communication
entre les entreprises et entre les touristes et les consommateurs de façon générale, avec tout un ensemble de conséquences sociétales qu'on ne mesure pas aujourd'hui. Il y en aura, c'est certain. Mais là, au-delà des services immédiats, la vocation des services immédiats qui sont rendus aux clients, la vocation, ce qu'il faut bien comprendre quand même, c'est que la vocation de ces objets connectés, fondamentalement, c'est de collecter des données en très grande quantité. Parce que jusqu'à présent, ces données, on ne les avait pas. On va vous dire qu'on a fait... Je suis prof de marketing, alors je ne devrais pas le dire, mais aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites quand vous faites une étude marketing? Vous demandez aux gens ce qu'ils font. Vous demandez aux gens ce qu'ils pensent. Bon, ok. Mais vous ne savez pas ce qu'ils font réellement. On peut prendre... Il y a de nombreux exemples. Hein. Il y a de nombreux exemples qui démontrent qu'à un moment donné, quand on se base dans son raisonnement sur des déclaratifs, il y a des fois où c'est bon, puis il y a des fois où ça dérape franchement. Là, vous avez la vraie donnée. Vous avez la donnée réelle. Donc, quelque part, si cette donnée réelle est bien utilisée, mais c'est un avantage extraordinaire pour l'hôtelier ou l'acteur du tourisme qui la possède. D'accord ? Alors, quand je dis que c'est la donnée qui a de la valeur, c'est... Sinon, il y a plein de transactions sur le marché financier qu'on ne comprend pas. Comment est-ce que vous pouvez expliquer que Google ait payé 2,3 milliards de dollars pour une petite société, NetLabs, des thermostats interactifs connectés, qui étaient vendus à des propriétaires soucieux de gérer au mieux l'énergie, de faire des économies d'énergie, etc., et qui faisaient quelques dizaines de millions de dollars de chiffre d'affaires. Quelques dizaines de millions de dollars et on paye 2,3 milliards. La valeur, c'est quoi? C'est l'objet? C'est le marché de cet objet? Ou c'est les infos collectées grâce à cet objet? À l'évidence, ce sont les infos collectées par cet objet. On est bien d'accord. Donc, en fait, qui devient très fort là-dedans, ce sont les sociétés qui sont capables d'agréger toutes ces données. Et donc, pourquoi? Parce qu'ils vont être capables de gérer des données, de croiser des données physiques avec des données virtuelles. Voilà, tout simplement. Autrement dit, d'avoir la vérité sur tel ou tel marché et sur beaucoup d'autres également. Donc en fait, ces objets connectés, on connaît les cookies sur Internet. Un cookie, c'est virtuel. Un objet connecté, c'est un cookie du monde réel. C'est exactement la même chose, mais c'est physique. Et là est toute la différence. Donc, dans le futur, c'est clair que les vainqueurs de ce nouveau marché, ce n'est pas forcément les créateurs d'objets connectés. Ils auront une petite part, mais les vrais vainqueurs, c'est ceux qui sauront utiliser les données fournies. Et c'est pour ça que tout business qui s'empare de ces données et qui sait les utiliser pour développer et créer de la valeur, pour lui et les stakeholders de l'écosystème créé, mais il est forcément gagnant. La question ne se pose même pas. C'est-à-dire qu'il y a des nouveaux modèles économiques qui se mettent en place, qui sont créateurs de valeur à partir de ces montagnes de données collectées, et ce sont eux qui seront, à mon avis, les vrais bénéficiaires de l'Internet of Everything. Un petit peu différent. Alors, évidemment, il y a un autre problème, c'est la sécurité de ces données. C'est bien de tout donner en se disant, bon, allez, ça va être exploité, je vais avoir, etc. Ouais, ok, mais et le hacking? Et les hackers? Qu'est-ce qu'on en fait? Quand même un problème, là. Hein. Qui contrôle les objets connectés? C'est un peu ça le problème. C'est le problème fondamental. Plus on aura d'objets connectés, plus le problème de leur contrôle sera fort. Il y a une histoire qui s'est passée il y a quelques années à Houston où il y avait une petite fille qui avait un nounours
qui était connecté. Et puis le père de famille s'est aperçu, donc évidemment faisait dodo avec son nounours connecté, et puis le papa s'est aperçu qu'elle se réveillait. Et il s'est aperçu en fait qu'il y avait un gars qui était arrivé finalement à entrer sous son propre nom d'utilisateur dans le nounours, et qui envoyait non pas une petite chanson douce à la petite fille, mais qui lui disait « Allez, réveille-toi, 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 réveille-toi ». Bon, c'était... ça a fait... il a attaqué, il a... Bon, bref, etc., etc. C'était un joujou de la société Foscam. Voilà, c'est un problème d'intrusion. Quid ? Bon, alors, ce qui est également intéressant, c'est qu'aujourd'hui, il y a des gens, il y a un informaticien aux États-Unis, très jeune, qui a créé un moteur de recherche qui s'appelle Shodan. Et ce moteur de recherche, il repère sur Internet tous les objets connectés. Donc, vous pouvez obtenir la liste de tous les objets connectés sur Internet, dont beaucoup sont sur Internet pour répondre à une recherche, quoi. Bon. Alors, il a détecté des automobiles, il a détecté des moniteurs cardiaques, il a détecté des systèmes de chauffage central, enfin, tout ce que vous pouvez, des trucs de traitement de l'eau, tout ce que vous pouvez imaginer. Bon, très bien. Et puis, au bout du compte, en début 2015, il est arrivé à 1,5 milliard d'appareils connectés. Ce qui veut dire que si vous avez, et le gros problème que ça pose, c'est que si vous avez cet inventaire d'objets connectés, vous avez la liste des appareils sur lesquels un hacker peut être un intrus et prendre la main. Alors, quand vous pensez, par exemple, à un reportage qu'il y a eu de Forbes récemment, des jeunes informaticiens spécialistes de l'automobile qui ont fait la démonstration qu'avec un simple ordinateur, on peut prendre à distance le contrôle d'une automobile, ce qui signifie la priver de direction et la priver de frein. Mais ça, c'est pas de la science-fiction, hein. C'est today. Bon, donc on a une situation qui est épineuse, si j'ose dire. C'est préoccupant, d'autant que si vous écoutez la société suédoise Ericsson, lui pense qu'en 2020, il y aura 50 milliards d'objets connectés. Donc en clair, tout. Donc il faut, la mesure d'urgence, c'est une protection. C'est une protection renforcée. Et cette protection renforcée, on va voir que Google, Microsoft, etc. y ont pensé et développent des outils, eux tout seuls. Ils n'attendent pas les juristes pour le faire. Ils font des choses. Et c'est formidable. Donc, pour ces premières raisons, le fait que le développement économique lié à ces objets connectés et, d'autre part, la nécessité d'y être pour mieux la museler en termes de sécurité me semble être des éléments fondamentaux pour prouver qu'il faut y aller. Et puis il y a autre chose aussi, c'est qu'on a de nouveaux clients. D'abord, il y a les millennials, ceux, vous, là, qui êtes nés avec Internet. Bon, ouais. Il n'y a pas que les millennials d'ailleurs, mais enfin, bon, il y en a quand même un certain nombre qui, pendant une conférence, pendant n'importe quoi, vont être en même temps, vont avoir un don d'ubiquité extraordinaire. Par exemple. Sinon, ça ne marche pas. Bon. Ça fait l'organisation encore. Voilà. Bon. Bon, comment est-ce qu'on peut imaginer que les millennials ne soient pas attirés fondamentalement par tous les objets connectés pendant leur séjour touristique? Ça me semble invraisemblable. Voilà. Ils ont envie, je pense, d'avoir cette capacité d'avoir des services intelligents un peu partout. Donc ça, c'est un troisième élément. Un quatrième élément, c'est un peu autre chose. C'est que Pokémon Go, voilà, tiens, par exemple. Un autre élément, c'est que, écoutez, selon les statistiques faites par les médecins, on gagne un trimestre de vie par an. Donc, en 10 ans, on gagne 4 ans.
Aujourd'hui, la moyenne d'âge, elle est de 84 ans. Si on fait la moyenne homme-femme, parce que les femmes vivent plus vieux que les hommes. Donc la moyenne globale, c'est 84 ans. Donc en 2050, si vous faites la progression, ce sera 96, 98 ans. Yes! Donc, ces gens-là, si la retraite est toujours à 65 ans, mais même imaginons qu'elle passe à 70, ça fait quand même un bail. Hein. Bon, or, ces gens-là, cette population-là, par définition, elle va être intéressée par ce genre de service liés aux objets connectés. Donc, il y a de nouveaux besoins. Et n'oublions pas que ce qu'on appelle la Silver Hair, la génération Silver, eh bien, est beaucoup plus utilisatrice des applications que ne le sont les ados, contrairement à ce que l'on pensait. Et beaucoup plus friand. Donc, là encore, une nouvelle cible pour le tourisme qui va demander ce genre de service et qui le demande déjà plus ou moins. Et j'irai pas jusqu'à parler des greffes d'organes que l'on fait que l'on commence à imaginer, du moins à partir d'imprimantes 3D pour remplacer des parties du corps, etc., etc. Ce qui fait d'ailleurs dire c'est un médecin, Alexandre Laurent, mais qui est aussi ingénieur, il a un cursus un petit peu spécial, bon, que l'homme, finalement, il va vivre jusqu'à 500 ou 1000 ans. Bien, c'est ce qu'il appelle le transhumanisme. Bon, c'est peut-être un peu excessif, mais de toute façon, pour moi, c'est une vision pas très sympathique, assez élitiste, très individualiste, assez égoïste, narcissique de l'homme, alors que toute cette nouvelle économie basée sur l'intelligence artificielle, elle est basée sur l'opposé. Elle est basée sur le partage, elle est basée sur les réseaux, elle est basée sur la collectivité, sur l'émergence d'autres valeurs. Bon, regardez, quand vous cherchez, prenons un hôtel, qu'est-ce que vous regardez tout de suite? Les recommandations. Vous ne regardez pas la pub de l'hôtel. Autrement dit, c'est la recommandation peer-to-peer, c'est la collaboration d'informations horizontale et non pas le truc vertical qui va vous déterminer. Ou en tout cas qui va être importante dans votre détermination pour choisir tel ou tel hôtel. Toutes ces valeurs, c'est d'ailleurs l'opposé du transhumanisme, c'est ce que Joël de René appelle l'hyperhumanisme, c'est-à-dire au contraire la redécouverte grâce à cette économie numérique des valeurs et des valeurs humaines. Je suis beaucoup plus proche de cette approche-là. Proche de cette approche, attirée par cette approche. Voilà. Donc il y a le transhumanisme, il y a également ces genres de robots qu'on appelle des exosquelettes. Alors quand je parle de robots, je ne parle pas, évidemment, je parle d'algorithmique. Hein. Je parle absolument pas de robots au sens Android du terme. Alors vous voyez, c'est très utilisé au Japon, c'est utilisé même dans des banques, c'est utilisé dans l'industrie. Et l'idée, c'est qu'en fait, vous mettez un genre de combinaison. D'ailleurs, aujourd'hui, il y en a qui sont sous forme de sac à dos, excusez-moi. Vous endossez ça, et du coup, la caisse qui pèse 40 kg, vous la soulevez tout seul. Et le tourisme sportif, avec une population qui va jusqu'à 98 ans, vous ne croyez pas qu'il y a des trucs à faire avec ces objets connectés-là ? Donner à un petit papy de 75 ans la possibilité de faire certains trucs qu'il ne pouvait plus faire, peut-être pas si mal que ça. Il y a peut-être un positionnement à avoir. Permettre à ceux qui ne sont plus des grands sportifs de continuer à faire du sport dans certaines conditions. Pourquoi pas ? Les banques les utilisent au Japon, y compris dans les banques pour aider le personnel à transporter, quand ils ont un paquet de papier, à transporter des billets de banque, etc. Ouais, j'ai été soufflée, mais je me dis, on peut fort bien l'imaginer également.
Alors, c'est un système assez complexe. Hein. L'exosquelette en question détecte en fait les mouvements de celui qui porte l'exosquelette. Et l'exosquelette comprend à quel moment il doit initier un mouvement et assister la personne dans le mouvement en question, à l'aide d'un moteur, toujours pareil, qui est alimenté par une batterie, qui a une autonomie de 20 heures ou je ne sais plus quoi. Bref, voilà. Donc, tout ça, ce sont des objets connectés à coût extrêmement réduit. Donc en clair, pour revenir à un sujet qui a été abordé tout à l'heure, oui, pour des TPE, bien sûr. Des PME et des TPE. Il n'y a pas que la grande entreprise qui peut s'en servir. Mais dites donc, si les banquiers s'en servent pour soulever ça, mais alors les bagagistes dans les hôtels, on ne pourrait pas imaginer quelque chose là aussi? Ça ne peut pas être différent? Peut-être. Donc vous voyez, tous ces objets connectés, même si on va sur ce type de produit, oui, c'est déclinable. Oui, c'est déclinable sur le tourisme. Alors, quand on pense au développement du tourisme, inévitablement, on pense aussi à certains risques. La première chose, c'est le patrimoine. Ah oui, alors quand il y a trop de tourisme à un endroit où il y a des monuments historiques, où il y a ça dégrade. C'est la destruction du patrimoine. Oui, mais attendez, si vous comprenez le parcours des gens, est-ce que vous ne pensez pas qu'on va découvrir des patrimoines? Est-ce qu'il n'y a pas des choses laissées pour compte à l'heure actuelle qui vont être revalorisées? Est-ce que d'ailleurs, d'ores et déjà, les professionnels du tourisme n'ont pas revalorisé des sites, revalorisé différents éléments pour les touristes, lesquels éléments auraient disparu purement et simplement du patrimoine? Donc c'est peut-être même un outil, au contraire, de redécouverte ou de création de patrimoine qui n'était pas considéré comme patrimoine auparavant. La relation à l'autre, bien, elle prend une place totalement différente. C'est-à-dire que si vous avez un certain nombre d'informations qui vous sont fournies, je dirais quasi automatiquement, vous allez aller rechercher chez l'autre, bien, ce qui fait sa culture, ce qui fait l'originalité, ce qui fait la différence par rapport à vous, qui est neutralisé à l'heure actuelle, puisqu'on est beaucoup plus dans le factuel. Et comme on le verra tout à l'heure, la thèse dont je vous parlais a mis en évidence un énorme besoin à ce sujet-là de la part des touristes. C'est-à-dire que les gens demandent, c'est ressorti très clairement dans cette thèse, ils demandent le droit à l'erreur. Je veux pouvoir me tromper de chemin. Parce que si je me trompe de chemin, j'aurai une expérience. Bon, voilà. Donc, si vous voulez, oui, c'est utile. Oui, on ne peut pas s'en passer. Et en même temps, il faut laisser l'homme être l'homme. C'est-à-dire, errare humanum est. L'erreur est humaine. Mais au-delà du fait que c'est un constat, c'est peut-être bien un besoin. Notamment en activité touristique. Et si vous regardez, si vous vous souvenez de voyages que vous avez faits, quand vous vous souvenez de 2-3 trucs marquants, généralement, la fois où vous êtes perdu, la fois où, etc., ça vous en souvenez. Et vous avez plein d'anecdotes autour. Et vous en êtes très fiers, vous en êtes sortis. Waouh, génial. Donc, oui, il y a le droit à l'erreur, il faut le garder. Et donc, c'est pour ça qu'il y a une... C'est très subtil en fait. C'est très subtil à mon avis ce à quoi on va arriver. Et puis évidemment c'est une source à mon avis d'innovation énorme, de renouvellement de l'expérience touristique dans son contenu et dans toutes ses dimensions. Ah, évidemment derrière tout ça il y a un pouvoir croissant. Hein. Le pouvoir croissant des GAMAFA et des NATU, ça c'est inévitable, c'est-à-dire les acteurs dominants de l'écosystème digital planétaire, qui est plus puissant, comme le disait l'un d'entre vous tout à l'heure, que tous les États, puisqu'un État n'est qu'une nation, et en l'occurrence, c'est presque anecdotique finalement, par rapport à ces super systèmes. Alors, c'est d'autant plus impressionnant que tout ça, ça repose sur de l'intelligence artificielle. Or, jusqu'à présent, on s'est dit, bon, allez, c'est pas très grave, l'intelligence artificielle, de toute façon, nous, l'homme,
Il chapeaute le tout. En disant, mais de toute façon, l'intelligence artificielle, ok, mais ça n'apprend pas. Non, non, non. Ça apprend. Et c'est bien tout le problème. Vous connaissez tous Siri. Bon. Ben, il y a des ingénieurs qui travaillaient chez Apple pour Siri. 3. Enfin, il y en a 2 de chez Apple et un qui vient de je ne sais plus où. Bref, toujours est-il que... Ils se sont mis ensemble et puis ils se sont dit, bon, en fait, le problème, c'est que l'intelligence artificielle de Siri, on doit préprogrammer toutes les règles d'avance. C'est pas suffisant. Ce qu'il faudrait, c'est en fait une intelligence artificielle qui soit capable de développer toute seule son propre programme. Bien. Eh bien, c'est fait. C'est ce qui s'appelle le Global Brain, et c'est VIV. Alors, VIV, ça génère son propre code informatique au fur et à mesure des requêtes des internautes. C'est-à-dire que plus, donc c'est évolutif, et donc plus vous posez de questions, plus ça monte en puissance. Plus vous posez de questions, plus ça devient intelligent. Donc ça donne, en fait, si vous voulez, cette interface, cet assistant, parce que c'est un assistant finalement, cet assistant est capable de répondre à des requêtes beaucoup plus compliquées qu'auparavant. Auparavant, je vais dire, vous allez poser la question, bon, quelle est la ville de naissance d'Abraham Lincoln ? Il va vous répondre. Ensuite, vous allez lui dire combien il y a d'habitants à Hoganville dans le Kentucky. Il va vous répondre. Bon. Mais il ne pourra pas vous répondre à une question du type combien y a-t-il d'habitants dans la ville de naissance d'Abraham Lincoln. Donc une question à deux dimensions, enfin oui, quelque part à deux dimensions, à deux couches différentes, si j'ose dire. Et bien précisément, VIV peut vous répondre. Et plus il y aura de requêtes comme ça, plus il aura fait de liens entre les différentes datas, plus il sera intelligent. Voilà, c'est un petit peu ça l'idée. Elle va savoir se connecter, cette intelligence, de façon spontanée aux différents services susceptibles de lui apporter la réponse. Voilà. Si vous demandez à VIV de vous réserver vos vacances, par exemple, entre telle date et telle date, elle va pouvoir comparer les prix des vols aériens, elle va vous choisir votre compagnie aérienne préférée, votre siège favori dans l'avion, vous êtes dans le hublot, près du hublot, vous êtes dans le couloir, bon, elle va vous faire tout ça. Ensuite, elle va vous réserver votre hôtel selon vos goûts, avec une piscine, avec un golf, avec un spa, avec bref, bon. Et évidemment, le tout en accord avec votre budget. Et bien sûr, elle réglera tout également. Donc vous voyez, on est passé à un niveau supérieur. Et donc, si vous voulez, si vous lui posez un problème à VIV, à cette intelligence artificielle, elle va vous fournir la réponse en cherchant par ses propres moyens, avec sa propre logique, qui s'améliore au fur et à mesure de ses recherches. C'est ce qu'on appelle le Global Brain. Ce sont les concepteurs qui l'ont appelé comme ça. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a déjà un paquet d'années, Kasparov, le grand champion des échecs, à un moment donné, on a dit qu'il avait été battu par un ordinateur d'IBM, Deep Blue. Mais ce n'est pas qu'il a été battu. C'est qu'il a joué un certain nombre de coups et tout d'un coup, il a compris qu'à chaque fois qu'il jouait, l'ordinateur apprenait. Et donc, il a dit « j'arrête ». Et il a arrêté pour se protéger. Et il l'a dit, il l'a dit dans une interview, j'ai compris. J'ai compris, personnellement, je n'aurais jamais compris. Je me serais fait battre d'ailleurs dans les 5 minutes, mais bon, je n'aurais jamais compris. Il a compris qu'on était dans une intelligence artificielle qui, je vais dire, était de niveau supérieur. Voilà, donc, vous comprenez pourquoi c'est fondamental de veiller à la sécurisation des données. Parce qu'on est derrière, on a des systèmes d'intelligence, ces données qui sont, comme je disais tout à l'heure, vous comprenez pourquoi ces objets connectés sont le cheval de Troie des big data, et derrière, ce que l'on peut faire avec l'intelligence artificielle, c'est-à-dire finalement avec toutes les logiciels qui peuvent gérer ces big data. Voilà.
Donc c'est tout à fait fondamental. Alors, il y a encore un petit exemple dont je voudrais parler, parce que c'est quand même assez fou, c'est le cas Google Brain. Alors le cas Google Brain, ben voilà, c'est en fait Google qui a créé donc 2 intelligences artificielles, bien, Bob et Alice. Et ces 2 intelligences artificielles ont créé leur propre langue, chiffrée évidemment, et elles ont communiqué entre elles sans que les chercheurs ne les comprennent. D'accord ? C'est-à-dire qu'il y a une 3e intelligence artificielle qu'ils ont appelée Eve, d'accord, qui était chargée d'intercepter toutes les communications qu'il y avait entre Bob et Alice. Bien. Mais au bout d'un certain nombre d'échanges, je crois que c'était 15 000, ce qui finalement est rien du tout, hein, 15 000 échanges, Eve n'a plus réussi à décoder les messages de ses petits copains et copines. Voilà. Donc, en fait, ils sont parvenus à crypter leurs échanges par un chiffrement qu'elles ont elles-mêmes créé en contournant la surveillance exercée par le 3e intelligence artificielle, le 3e ordinateur. Donc, c'est devenu totalement indéchiffrable. Ça vous rappelle pas des films de science-fiction ? Je suis pas sûre. Science, oui. Fiction ? Je suis pas sûre. Donc en fait, ce à quoi on arrive aujourd'hui, indiscutablement, c'est certainement à une partie de bras de fer entre l'homme et la machine. Ça, c'est... Alors ça peut terrifier. Quelque part, c'est terrifiant, c'est vrai. Quid d'une intelligence artificielle qui serait capable de réécrire son code pour changer la tâche pour laquelle elle a été programmée ? Évidemment, en quelques secondes. Sinon, ça serait trop beau. Que dire de plusieurs intelligences artificielles qui s'allieraient entre elles autour d'une même mission ? Pirater quelque chose, couper des réseaux. Bon, sans que les humains en soient enfermés, sans que personne ne comprenne comment. Ça pose les vraies questions, à mon avis. Et c'est pour ça qu'un code des IA a été rédigé, il y a déjà de nombreux mois, par Google et Microsoft. Et qui ont fait un genre de code éthique finalement, où ils rappellent que les intelligences artificielles doivent être transparentes. Pour information, d'ailleurs, Google a mis en open source une intelligence artificielle, donc que vous pouvez. Bon, moi personnellement, je peux toujours y aller, ça ne me servira pas à grand-chose, je dois l'admettre. Mais il y a certainement des gens pour qui ça doit pouvoir être utile. Donc elles doivent être transparentes, l'homme doit comprendre le fonctionnement de la machine et ses principes de fonctionnement. Et en aucun cas, les capacités de l'intelligence artificielle ne doivent nous échapper. Ça, c'est la première règle éthique, un code de déontologie, si j'ose dire. Et la deuxième règle éthique, c'est que les IA doivent être responsables de leurs algorithmes. Et les humains doivent pouvoir les défaire à tout moment. Et ça, c'est le code de Microsoft. Donc vous voyez, les industriels eux-mêmes qui sont derrière ces machines en sont parfaitement conscients et ont la volonté de maîtriser. Et ils vont y arriver. Ils vont y arriver parce que quand ces gens-là décident de parvenir à quelque chose, ils y parviennent. Donc il y a une période de flottement, oui, elle est maintenant. Mais je crois véritablement qu'on va vers un développement économique exponentiel grâce à ces nouvelles technologies, avec une amélioration, je pense, de la qualité de service dans de domaines, dont le domaine touristique. Et progressivement, on arrivera à une sécurisation de tous ces systèmes. Donc, en conclusion, je crois que le prestataire du service touristique, quel qu'il soit, a été... Ça a évolué au cours du temps, mais a été beaucoup un fournisseur face à un client. Et je crois que la grosse évolution à laquelle on
on va assister, et on commence à assister, c'est qu'on va avoir un accompagnateur. C'est un peu ce qui se passe avec les laboratoires pharmaceutiques également, qui aujourd'hui veulent développer de l'intelligence artificielle pour accompagner des malades sans être uniquement des vendeurs de médicaments. Voilà. Donc, c'est un accompagnateur, c'est un partenaire, c'est un type de relation complètement différent et partant évidemment des business models sensiblement différents. Alors bien sûr, il y a les risques du deep learning que l'on vient de voir qu'on vient d'évoquer. Et puis il y a également, je vais dire, des risques juridiques dont Sami Habib vous a parlé tout à l'heure. Bon, c'est évident. Et puis il y a aussi des risques de réputation. Je peux vous dire qu'en ce moment, moi j'ai le Crédit Agricole, j'encadre une thèse pour le Crédit Agricole, quelqu'un d'ailleurs qui est ingénieur à l'origine et puis il a mal tourné, il est venu en management, mais leur problème, c'est le problème de l'éthique du traitement de toutes les données dont ils disposent, notamment en termes de réputation. C'est-à-dire, c'est pas l'éthique au sens juridique du terme, ce qui est autorisé et ce qui ne l'est pas, c'est en termes de réputation, comment les clients vont vivre le fait qu'on utilise telle ou telle donnée. Comment acceptent-ils ou pas qu'on utilise telle ou telle donnée? Donc, il y a à la fois ce risque de réputation et évidemment le risque juridique. Ça, c'est clair. Et donc, l'enjeu, pour moi, l'enjeu des entreprises, pour les entreprises, est double. D'abord, une création de valeur grâce à de nouveaux services ciblés sur des clients, voire des nouveaux clients, dont on a dit 2 mots. Et d'autre part, la création, pour eux, d'un véritable capital data. Et ça, c'est fondamental, qui va permettre au secteur touristique de développer une valeur supplémentaire. Ça, ce sont les 2 enjeux, et ces 2 enjeux reposent fondamentalement sur ce que Joël de René appelle l'hyper-humanisme, c'est-à-dire penser ces données en termes de partage, de coopération, sans exploitation éhontée de ce que l'on peut en faire. Voilà, je vous remercie.